Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les travaux de thèse de doctorat de M. Barry Chauffin-Lavier dans la discipline architecture et qui porte en intitulé et exactement les pathologies communicationnelles dans l'enseignement de la conception du bâtiment, le mythe d'Émilie Gic en question. Le jury, présidé par moi-même, professeur Ravi de l'Université de Mostaganem, est composé donc, en qualité d'examinateur, professeur Zawala Mohamed Salah de l'École polytechnique d'architecture de l'AG, professeur Aïch Moussaoud, professeur à l'Université Montaigne de Constantine, et les travaux de thèse de doctorat ont été encadrés respectivement par professeur Nicolas Cartier de l'Université de Mostaganem, qui a été encadré officiellement, et madame le professeur Boulekresh Mazouz de l'Université de Valenciennes en France, en qualité de co-encadreur. Donc, monsieur Loubaï, le jury vous accorde un maximum de 30 minutes pour exposer vos travaux. Essayez de vous y tenir dans la mesure du possible. Et je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par remercier les membres du jury qui m'ont fait l'honneur d'assister et de juger ce travail, ainsi que toutes les personnes présentes. Je voudrais juste, avant de commencer, vous signaler que j'ai utilisé des effets dynamiques dans la présentation. Du coup, vous pourrez vous guider à travers la numérotation pour pouvoir me demander de revenir aux diapositives qui vous intéressent. Alors, notre thèse s'intitule « Les pathologies communicationnelles dans l'enseignement de la conception du bâtiment, le mythe démiurgique en question ». Nous l'avons conduite sous l'aimable direction du professeur Nouvroki du laboratoire LCTPE et grâce à la co-direction du professeur Boulekresh Mazouz du laboratoire de Visu de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, qui était anciennement l'Université de Valenciennes. Le laboratoire de Visu veut dire design visuel et urbain. Il s'intéresse entre autres au processus communicationnel dans les différentes disciplines de conception. Nous y avons séjourné pendant 18 mois afin de nous familiariser avec les cycles, c'est-à-dire les sciences de l'information et de la communication, et d'affiner notre problématique de recherche sur les pathologies induites par les échanges intersubjectifs dans l'apprentissage de la conception architecturale. Donc je vais commencer par révéler un peu la structure de notre exposé. Nous aborderons ainsi notre problématique, l'apport des sciences de l'éducation et celui des sciences de la communication dans la structuration de notre démarche, notre travail de modélisation du terrain d'étude, et enfin les résultats générés par le couple modélisation-observation. Nous finirons par énumérer bien entendu les lacunes et les perspectives futures. Donc commençons par essayer de comprendre les mécanismes qui nous ont menés à notre problématique de recherche. Alors tout a commencé lors de notre accès à l'enseignement de l'architecture il y a de cela 18 ans. Nous nous sommes intéressés aux conditions de cet enseignement, d'autant plus que nous étions amenés à prendre des postes de responsabilité dans la gestion pédagogique. Ainsi, nous avons été confrontés à des problèmes de concertation, de rejet du changement, rappelez-vous un peu du système LMD, d'isolement aussi, c'est-à-dire que l'atelier constitue souvent pour certains une sorte de chasse gardée. Aussi, sans être exhaustif, nous remarquons une ambivalence du discours des enseignants à tous les niveaux. Cela est dû à la position distante qu'entretiennent généralement les universitaires vis-à-vis des techniques et théories de l'apprentissage. Nos institutions n'ont pris acte de l'intérêt de la pédagogie universitaire que tardivement. Nous pensons bien sûr à la mise en place des centres de veille pédagogique auxquels nous avons participé, où nous avons pu considérer toute la profondeur des lacunes dans la formation des formateurs. Cela, faute de travail de sensibilisation auprès des nouvelles recrues et parfois même des anciens. En architecture, l'enseignant architecte construit son acte à partir de ses connaissances théoriques, c'est-à-dire ses préoccupations de formation postgraduante, ou alors de ses compétences disciplinaires, c'est-à-dire qu'il met en avant ses années de pratique professionnelle. Alors que cette approche autobiographique est loin de suffire à constituer une didactique. Ce constat finit par susciter notre intérêt au point d'entamer une spécialisation pratique dans les sciences de l'éducation,
en passant entre autres par l'unité des technologies éducatives de l'Université de Mayence. C'est par la suite, en œuvrant en qualité d'expert ITICEF, dans le montage ou le suivi des dispositifs OASD, que je me suis rendu compte, suite à un sondage informel que j'avais effectué, que si 15 enseignants sur 20 connaissaient théoriquement les notions de base de la didactique, telles que l'APC, par exemple, l'approche par compétences, seulement 3 enseignants sur 20 pouvaient réellement distinguer la différence entre pédagogie et didactique, par exemple. Ou alors certains concepts et processus tels que la taxonomie de Bloom. Je n'ai malheureusement jusqu'à présent rencontré que trop peu d'enseignants architectes qui auront pu agir en réels spécialistes de l'enseignement-apprentissage en maniant habilement les concepts primordiaux tels que la dévolution, par exemple, la rupture du contrat didactique. Cependant, toutes ces remarques se confineraient au simple jugement de valeur s'il y avait un effort d'objectivation du phénomène. Donc, comment aller à cette objectivation? C'est par une approche systémique, finalement. Considérant les phénomènes observés comme faisant partie d'un tout, notre objectif a été de déceler le système unique et unitaire qui prévaut aux situations didactiques spécifiques à l'enseignement de la conception architecturale. Il s'agit de s'installer dans le méta, c'est-à-dire opérer une distanciation par rapport à la pratique pour mieux la cerner. C'est donc en intégrant à notre démarche scientifique une approche réflexive, à visée de modélisation du phénomène, que nous sommes arrivés à dégager une problématique censément valide. Nous nous sommes ainsi focalisés sur les sous-systèmes qui forment la totalité didactique de l'enseignement de la conception architecturale. Nous devions commencer par comprendre ce qui fait la spécificité de cet enseignement, c'est-à-dire des acteurs, un lieu et des usages. Ainsi, en atelier, nous constaterons que les relations fondent le savoir. Elles en sont l'essence à travers l'artefact, manipulé et transformé. Cependant, elles sont aussi tributaires d'une posture changeante de chaque acteur qui est concepteur de l'artefact, c'est-à-dire qui se l'approprie, le partage, il le protège aussi. Il est enseignant ou apprenant, laissant parfois place à la situation académique ou l'ignorant. Il est aussi communicant, car l'atelier est une scène qui porte la création et les argumentaires qui l'accompagnent. Nous avons abouti à ce constat. Vouloir comprendre le phénomène transmissif dans une didactique de l'architecture exige d'entreprendre une démarche de modélisation, des échanges surtout autour de l'acte créatif. Cette démarche est largement complexe pour constituer à elle seule une base de réflexion conséquente. Il s'agit de s'installer dans une démarche transdisciplinaire en bravant les cloisonnements durables et résistants. Le préfixe trans, de transdisciplinaire, bien sûr, vient nous aider à éviter l'approche un peu disjonctive et cartésienne des disciplines. Nous étayerons notre propos en rappelant au passage la relation quasi symbiotique entre les cycles, les sciences de l'information et de la communication et les CED, pointées par Geneviève Jacquinot de l'ONU. Pour elles, ce sont des disciplines jumelles. Elles revendiquent nombre de notions et d'approches communes. Notre démarche nous conduira donc à aborder le sujet par les sciences de la conception, car il s'agit de profiter d'une base de modélisation, à prendre appui sur les sciences de l'éducation afin de profiter, à aborder le sujet par les sciences de la conception car il s'agit de création, puis des sciences de l'éducation pour profiter de la base de modélisation, et enfin à repositionner ce modèle dans les sciences de la communication afin d'explorer la dimension intersubjective qui prévaut dans le phénomène de l'enseignement de la conception architecturale. Nous avons naturellement repris un modèle fondamental pour les sciences de l'éducation, celui du triangle pédagogique. En fait, Jean Housset y définit tout acte pédagogique comme l'espace entre 3 sommets, l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Bon, nous ne nous attendrons pas plus sur le sujet parce que nous pourrons le développer en tous les cas par la suite. Cependant, notre approche transdisciplinaire nous fait douter un peu de la complétude du modèle dans le contexte systémique de l'apprentissage de la conception architecturale. Parce qu'en effet, les relations entre l'enseignant et l'apprenant sont teintées d'une spécificité disciplinaire et d'un marquage historique qui fait prévaloir l'interaction dans une forme d'échange tutélaire entre un maître et un disciple, avec ce désir d'annexer l'autre, de poser sa marque sur lui au mépris même de sa singularité, et même de se concrétiser dans la mort de l'autre, ce que rappelle aussi Jean Housset. Ça devient alors un quatrième pôle indissociable de l'acte de création architecturale, c'est l'artefact. Ce dernier se plaçant vis-à-vis du savoir, fait appel au disciple dans un processus de création. Il concrétise une relation avec le maître à travers le processus de création, ce qu'on appelle la consultation en nature. L'artefact génère ainsi le savoir, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être, en participant à la noosphère qui se modélise petit à petit devant nous. Le savoir institutionnel, lui aussi, agit
comme un tuteur pour l'artefact, confirmant l'action de création en même temps que l'acte d'enseignement. Nous aboutissons au final à un modèle caractéristique et singulier. C'est un tri pédagogique. À la lumière des cycles, il n'est pas autant signifiant par sa forme que par son aptitude à s'étendre au-delà des pôles confirmés par Jean Housset. Nous nous plongeons là dans la phase exploratoire de notre progression, à la recherche d'une explicitation de la structure des interactions au sein de l'atelier, le lieu de production de l'artefact. Nous émettons ainsi l'hypothèse que le système communicationnel en atelier repose sur une structure latente du malentendu, car nous pouvons déceler dans les échanges observés des manifestations pathologiques. Mais alors, d'où tirons-nous ces modèles de pathologie communicationnelle? En fait, les chercheurs du Mental Research Institute, c'est une section de l'école de Palo Alto, ont travaillé sur les situations de communication conflictuelle et ont posé des axiomes clairs pour la communication. Nous n'allons pas nous y attarder, mais nous allons les énumérer pour l'instant. Donc le premier axiome, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. Le deuxième, c'est qu'un message contient toujours un indice et un ordre. Troisièmement, les individus ponctuent différemment les faits selon leur point de vue. Pour communiquer, on utilise le langage analogique et le langage digital. Et enfin, les relations sont soit symétriques, soit complémentaires. Donc, questionner et observer les échanges en atelier, c'est vouloir modéliser la structure interactionnelle qui prévaut. Voici un modèle du questionnaire distribué aux acteurs de l'atelier. Notre objectif étant d'arriver à un niveau de réalité assimilé à la boîte blanche, c'est-à-dire celle qui est douée de prédictivité, grâce à la transparence de son fonctionnement interne. Nous nous sommes ainsi intéressés à questionner et observer les moments chauds de l'apprentissage, et nous avons nommé ainsi les épisodes de profusion des échanges, et donc d'exacerbation des conflits. Afin de situer les moments visibles, nous avons dû procéder à une démarche de clarification du champ d'observation, c'est-à-dire dans le monde observable, dans la totalité. En d'autres termes, nous nous sommes posé la question de pourquoi observer, par exemple, ici et maintenant, plutôt que là et à un autre moment. Nous avons alors pris appui sur les différentes approches concernant les processus de création, design research, et de transmission, c'est-à-dire sciences de l'éducation, pour aboutir à une grille d'objectivation des moments observables. Ainsi, nous noterons que l'atelier est le lieu de la formalisation du processus réflexif, de transmission et d'acquisition des savoirs. Il revêt plusieurs étapes. Certains ateliers sont enclins à reproduire fidèlement la configuration du bureau d'études. Nous appellerons cette étape professionnelle. D'autres ateliers privilégient la liberté de création et estiment que cela passe par un libéralisme des postures. Nous l'appellerons dilettantiste sans pour autant connoter ça. Entre ces états extrêmes, nous remarquons une nuance entre académique, encadré et professionnel. Cependant, l'apprentissage dépend également du processus interne de la création. En cela, les chercheurs ont révélé l'intérêt des itérations. Elles sont d'ordre sériel ou catégoriel. Ainsi, nous trouverons aux extrêmes une tendance au raffinement, avec une série de répétitions du processus, ou à l'inverse, une tendance à l'exploration, à travers une fixation sur un objectif unique à dépasser pour aller vers un autre. Entre les deux, la convergence est moins exclusive que le retravail, par exemple, faisant intervenir des processus externes. Le retravail également est moins exclusif que l'affinement, en acceptant de laisser une part d'incomplétude. La négociation est une démarche itérative intermédiaire. Nous avons, durant nos observations, tenté de localiser les moments précis de couple état-itération afin d'objectiver notre champ d'observation. Voici donc les résultats d'une entreprise de cartographie des moments de communication qui sera mise en relation avec les manifestations pathologiques. Nous verrons ainsi, pour l'exemple de cette session d'observation, que l'atelier visé démontre une tendance à s'installer dans un état dilettantiste et à recourir à une itération par infiniment. Cela signifie que la posture des acteurs en atelier tend à privilégier un libéralisme accru, des affichages généralement qualifiés d'artistiques et des échanges reconsidérés au cas par cas. Des échéances, pardon. L'importance est accordée à la création, tandis que les aspects normatifs sont relégués au second plan. Il s'agit là d'une posture assumée, car les répondants ont tendance à attribuer des défauts au recours à la technicité, et principalement le bridage. Cette posture récuse les plans d'action, la rigueur des programmes pédagogiques et même la mise en ordre graphique ou projetuelle. L'ambiance observée en atelier semble effectivement dilettante et bienveillante, mais cela se présente en fait comme un paravent à de réelles pathologies communicationnelles que nous découvrirons par la suite. Nous soulèverons enfin que ces ateliers ont tendance à formater les démarches et à aboutir à des artefacts fortement ressemblants. L'intervention de l'enseignant y est déterminante, car rappelant que l'itération tend à l'affinement,
Il s'agit donc d'un processus sériel qui ne fixe qu'un objectif global d'imagibilité convenu et que les retours incessants et non jalonnés des étudiants et de l'enseignant sur l'artefact ont pour but de concorder vers un imaginaire commun. Relevant enfin que notre approche participative dans le cadre de la recherche-action nous a permis d'opérer un recadrage à un moment précis. Cette technique amplement portée par Alex Luchielli a révélé les changements après une séance de mise au point. Nous pourrons revenir sur l'explication du mécanisme. Nous verrons ainsi que le même atelier qui se positionnait à l'extrême de la carte opère un changement de posture. Cela après une discussion sur le malaise rencontré par les étudiants autour de la ressemblance flagrante de leur artefact et qui faisait petit à petit l'objet de saillies. Le moment, sans être complètement renouvelé, est présenté comme appartenant à un état académique procédant par négociation sur l'artefact. Je m'explique. La posture académique privilégie le travail sur des consignes et des objectifs. L'itération de négociation équilibre la personnalisation de la conformisation. Les rendus sont alors moins enclins à l'expression libre. La dimension de concertation induit des objectifs qui canalisent le sujet du débat, contrairement à la posture d'affinement, qui ne fixe pas le domaine de recevabilité de la solution de conception, au-delà de l'unique point de vue subjectif de l'enseignant. Nos observations se sont étendues sur une multitude d'ateliers, mais nous avons retenu pour notre thèse 7 sessions d'observation probantes. Voici la cartographie générale qui s'est offerte à notre première phase d'exploration. Nous avons eu la chance de recenser un panel assez large qui situe les ateliers observés dans une logique de corrélation. Nous avons également déduit des zones d'exclusion. Il s'agit là de cas de figure inexistants. Par exemple, un atelier professionnel recourant à une itération d'affinement. Nous avons finalement synthétisé les moments d'interaction en 3 grandes tendances, l'atelier libre, l'atelier encadré et l'atelier dirigé. Ces moments se sont avérés des terrains d'observation objectivables. Relevant à présent que notre démarche exploratoire s'est faite en 2 phases synchroniques, car en même temps que nous procédions à la démarche cartographique précitée, nous tenions un carnet de bord des échanges entre les acteurs de l'atelier. Nous procédions ensuite à une mise en relation entre la tendance de l'atelier observé dans une session donnée et les pathologies communicationnelles y afférentes. Pour cela, notre référence fut pratiquement inévitable. Il s'agit de l'école de Palo Alto. Alors, l'école de Palo Alto a rénové l'approche analytique de la communication en la fondant sur la structure opératoire de l'échange. Ainsi, ce sont les stratégies interactionnelles et interpersonnelles qui constituent l'individu. Relevons tout de suite quelques descriptifs des relations pathologiques issues des travaux du MR, Mental Research Institute. Les séquences qui vont suivre sont issues des différentes observations et des interviews que nous avons accumulées durant notre phase exploratoire. Nous avons assemblé un corpus assez conséquent pendant plusieurs années, mais nous nous sommes concentrés sur la période relative à notre retour de séjour scientifique d'avril 2015 à juin 2018. J'aimerais signaler que le choix des exemples s'est fait dans un souci de concision, en faveur d'une situation marquante par type de pathologie. Parmi les dysfonctionnements observés, nous citerons le plus évident, celui du rejet de la communication. Or, il ne faut pas le confondre avec l'absence de communication, car cette dernière n'existe pas selon Václavic. Pour un apprenant en difficulté, la leçon n'est que du bruit. Une conversation autour de l'artefact, aussi ordonnée et intelligente soit-elle, devient du bruit si l'une des parties n'y participe pas sciemment. La configuration de l'atelier fait que les canaux se démultiplient, exacerbant ainsi la manifestation du dérèglement pathologique dû au refus de communiquer. Cette situation ne concerne pas l'étudiant. Je pourrais, pas que l'étudiant, je pourrais vous donner des exemples édifiants par rapport à l'enseignant. Le second niveau de dysfonctionnement connu est la confusion des niveaux de la communication. Alors, voyez un extrait significatif des nombreuses situations où nous avons identifié cette pathologie, nous allons le décrire. Alors, tout démarre par une injonction. C'est-à-dire que l'enseignant dit à l'étudiant, je t'ai demandé, par exemple, la semaine dernière, de changer de volume. L'étudiant répond, pourquoi? Le premier était bien. L'enseignant insiste, il fallait ramener un autre volume, pourquoi tu t'obstines à désobéir? L'étudiant répond, vous ne me dites pas pourquoi, je dois le faire. Je t'ai donné un ordre, je ne discute pas avec toi, c'est moi qui sais ce qu'il y a lieu de faire, etc. Donc, en fait, pour l'observateur averti, derrière cette discussion qui a été notée, en fait,
Ici, ça tourne moins autour de la question du volume que de la volonté de domination de chacun des protagonistes sur la situation. En fait, le fond révèle autre chose. Ici, l'étudiant remet en cause le ton autoritaire et l'enseignant tend à exacerber ce ton autoritaire. L'intérêt est donc donné à la relation et non pas au contenu. Le volume est complètement oublié dans la discussion. Le troisième dysfonctionnement est la ponctuation discordante. La discordance porte souvent sur l'ordonnancement des faits et la responsabilité de la situation. C'est-à-dire qui a commencé dans la discussion, à qui incombe la première incartade. Encore une fois, je vous propose un cas de figure que nous avons relevé parmi d'autres et nous allons le décrire. Alors ici, l'enseignant dit le plan est assez fonctionnel, il faut passer à l'élévation. L'étudiant répond oui, je suis en retard. J'ai voulu commencer la semaine dernière. L'enseignant rappelle encore, ça ne fait rien, il faut commencer par prendre des références sur la thématique. L'étudiant rappelle encore une fois, si on avait fait la consultation la semaine dernière, je serais mieux avancé. L'enseignant rassure, ne t'en fais pas pour le temps, ramène tes façades. L'étudiant répond, maintenant je vais être en retard. Donc il accentue sur ça. Ici, l'étudiant parle de la responsabilité de son retard, finalement. Tandis que l'enseignant élude la question. Je voudrais cette fois-ci porter votre attention sur la technique du carnet de bord que nous avons utilisé tout au long de nos observations pour relever ces dysfonctions. Voici une copie de la fiche relative à l'exemple relaté. Alors, nous avons essayé dans les carnets de bord de noter parfois l'ambiance générale, le positionnement des acteurs, mais surtout les tournures de la discussion. Ainsi, nous avons compris dans une discussion effectuée en aparté avec l'étudiant que ce dernier remettait en cause l'équité de l'enseignant par rapport aux séances de consultation. Cette posture s'est manifestée dans l'échange par un positionnement de l'étudiant en one-up, mettant sur la table le seul sujet de son retard présagé. Les chercheurs ont fini par conceptualiser la forme particulière de ce phénomène à travers un biais cognitif nommé la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que l'étudiant parle d'un retard qui ne s'est pas encore manifesté. Il s'agit d'un processus de manipulation psychologique qui s'accompagne souvent de la confusion des niveaux. Le quatrième dysfonctionnement connu et rencontré dans nos observations est l'erreur de traduction. Je dois préciser ici que la communication analogique traduit une impression tandis que la communication digitale transmet une information. On remarque dans les erreurs de traduction le surgissement d'un biais cognitif assez connu dans les cas pathologiques. Il s'agit de l'inférence arbitraire. Par exemple, l'enseignant évite mon regard, il est fâché. Cet étudiant ne m'aime pas dès le début parce qu'il rejette mes recommandations. L'enseignant me semble de mauvais poil, je vais avoir une mauvaise note. Voilà. Donc, pour la description de ces cas, tout démarre par une remarque somme toute anodine. L'enseignant dit c'est excellent, tu as finalement abouti à ce que tu voulais faire. Il y a de l'enthousiasme là-dedans. Seulement, l'étudiant est plutôt perplexe. Parce que la communication digitale qui transmet l'information ne fait que dire que le travail est bien fait, mais la communication analogique qui porte un sens négatif par rapport à l'étudiant. Il est trop enthousiaste, c'est de la moquerie, il a ri, il est blasé, etc. Et donc, il y a ici un problème de traduction. La communication analogique est sujette à une traduction de la part de l'un des acteurs, contrairement à la communication digitale qui, elle, ne fait que transmettre une information. Cette traduction peut aller vers l'intercompréhension et tout va bien, mais elle peut aussi aller vers le malentendu. Enfin, le cinquième et dernier niveau de dysfonctionnement est l'escalade symétrique et la rigidité complémentaire. Il s'agit de troubles pathologiques virtuels de l'interaction. C'est à ce moment précis que les fondements cybernétiques de l'école de Palo Alto se manifestent à travers le principe de rétroaction. Le mieux est de décrire cela par une déclinaison de cas, de figure. Ici, ce n'est pas un cas observable, mais une déclinaison parce qu'elle se manifeste de façon assez confuse. Donc, en premier lieu, nous avons compte que tous les comportements interactionnels se font en miroir. Donc, comme dans ce cas précis où l'enseignant encourage l'étudiant et où ce dernier répond par l'affirmative. On dira alors que la relation est complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a une égalité. Cependant, il arrive que l'étudiant veuille s'imposer dans le processus de conception, bien entendu. On parlera alors d'une escalade.
Par exemple, l'étudiant répond à l'enseignant « J'ai suivi, à présent c'est à moi de faire ». Il s'agit d'une escalade symétrique. Si l'enseignant émet une injonction, un ordre, il y a alors relation asymétrique creusant les différences. L'un dirige la relation et l'autre suit. Nous dirons alors que l'un des acteurs est en one-up et que l'autre est en one-down. La rétroaction est négative car il s'agit dans ce cas-là de l'obéissance. La rétroaction peut être positive, on parlera trivialement de désobéissance ou de surenchère, c'est-à-dire que l'étudiant rejette les injonctions. Par exemple, si l'étudiant insiste pour appliquer sa vision. Encore une fois, pour comprendre le processus, nous verrons que la rétroaction de l'enseignant peut être négative. Dans ce cas-là, il acquiescera et la situation sera homéostatique, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Il pourra avoir une rétroaction positive en obligeant l'étudiant, entraînant par là un risque d'éclatement. Nous avons catégorisé les relations pathologiques, observées, en 3 groupes distincts que nous énumérons tout de suite en termes de tendance. Ainsi, la première tendance est celle de l'ordre et du confort. Nous avons repéré cette inclination pathologique majoritairement dans les ateliers libres et moyennement dans les ateliers dirigés. Pour en décrire la famille des échanges ainsi catégorisés comme l'énoncé de consignes contradictoires, mais également de points de vue versatiles. Ce phénomène communicationnel est le plus souvent focalisé chez l'enseignant, qui prend le rôle de leader, tandis que l'étudiant semble subir la situation. La seconde tendance est celle de la rigidité et des formalités. Ces dernières apparaissent sporadiquement un peu dans tous les états des ateliers, sans pour autant démontrer un lien privilégié avec des conditions particulières de travail. Il s'agit là d'une forme d'échange pathologique récurrente. L'échange dans ce cas est marqué par une tendance à la digression et à l'autoréférencement, de part et d'autre, avec un intérêt réduit envers l'artefact. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail qui importe, c'est plutôt le type de relation. Il y a une importance accrue pour le discours autobiographique. Moi, j'aurais fait ça, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait ça, etc. Et la préservation des postures, ce qu'on peut qualifier de raisonnement dichotomique intervenant dans les zones de vulnérabilité. Il s'agit d'un biais cognitif connu par la loi du tout ou rien. Il s'agit notamment de défendre l'idée, quel que soit le degré de validité, presque du sophisme. Nous avons nommé la troisième tendance spéculation et désirabilité. Il s'agit là de la forme pathologique qui a attiré grandement notre attention. Du coup, nous l'avons mise en titre, c'est le mythe d'émurgie, car elle semble embrasser tous les états identifiés et constituer une condition permanente des échanges. Ces derniers sont marqués par une forme de désirabilité des acteurs, face à ce qui se représente eux-mêmes comme un seuil d'acceptabilité générale par rapport au groupe. Nous remarquerons au fil de nos observations que ce trait caractéristique des interactions se manifeste également dans une forme d'occultation de la réalité. Nous avons observé que les acteurs sont fermés dans un cadre de représentation, construit inconsciemment. Ce dernier n'est ni traduisible à l'interlocuteur, l'étudiant ne dit pas ouvertement à l'enseignant qu'il a cerné ses aspirations, ni modifiable. L'enseignant, convaincu par sa construction mentale, ne tente plus de la réviser. Il s'agit d'un effet Rosenthal ou effet Golin, mais surtout de biais de confirmation qui se renforcent dans les questions de nature affective. Pour résumer et comprendre notre démarche exploratoire et notre rapport dans cette recherche, rappelons que nous avons consigné dans notre thèse avoir procédé à une cartographie des situations didactiques spécifiques de l'atelier en relevant les couples état-itération à travers le questionnaire. Nous avons ensuite procédé à la sélection d'un panel d'ateliers sujets à des observations. Nous avons ainsi identifié dans chaque atelier des pathologies communicationnelles en scrutant, munis d'un carnet de bord, les échanges interpersonnels à différentes phases de travail, de consultation et d'affichage. Certains matériaux ont été traités par ordinateur afin de faciliter la démarche. Nous avons ainsi accompagné 5 ateliers durant 7 sessions d'observation, où chaque session s'est traduite par des séances d'observation disparates, pouvant aller d'une seule rencontre de quelques heures à des rencontres répétées pour revoir s'étaler sur des semaines. Les pathologies relevées ont été regroupées dans un premier temps dans des familles généralistes, que nous avons nommées tendances. Ces tendances ont été rapportées à la cartographie initiale. Voilà. À présent, nous allons voir l'ancrage de ces résultats dans notre champ d'études à travers une catégorisation des tendances et leurs pathologies relatives selon des paradigmes théorisés à partir du terrain. Il s'agit donc de tirer profit d'une longue démarche de terrain afin de répondre à cette question issue de notre hypothèse de départ. Comment se formalisent les catégories pathologiques
qui constituent le soubassement du malentendu. Les soubassements du malentendu, en fait, voient ainsi leur objectivation dans la confrontation avec le modèle canonique de Shannon. Nous pouvons voir que la transmission du savoir est confrontée à une érosion de l'information, où la relation intersubjective prend le dessus et constitue le bruit. L'entropie constitue l'un des premiers soubassements du malentendu. Prenant référence dans la thermodynamique classique, Claude Shannon en a tiré une fonction mathématique, que je ne saurais vous répéter ici, traitant de la quantité d'informations contenues ou délivrées par une source, expliquant cela en contexte d'atelier. Nous pouvons imaginer l'incertitude résultant d'une inflation de l'information, comme dans ce cas précis où l'enseignant traite différentes propositions d'artefacts en émettant des contre-propositions non ciblées. Il s'agit de l'atelier non fléché, où les objectifs sont disparates et correspondent aux abords singulières de chaque étudiant. Il y a alors inflation de l'information et donc entropie. Rappelez-vous le sujet de la notion que nous avions énoncé tout à l'heure par rapport au trait pédagogique. Il serait alors judicieux, et c'est là où nous commençons un peu les prescriptions, il serait judicieux d'aller vers l'atelier fléché, où l'enseignant fixerait à l'avance une orientation de la séance de correction sur un objectif général prédéfini, et qui tendrait à orienter les corrections sur une direction unificatrice. Il y aurait alors désinflation de l'information. Mieux encore, et en prenant référence sur Herbert Simon, l'atelier gagnerait alors à formuler correctement le problème en amont de la démarche conceptuelle. Il s'agit alors d'introduire de temps à autre une rétroaction positive qui réorienterait l'échange et garantirait l'homéostasie, selon Bergson. La diglossie est au sens large un phénomène tout à fait compatible avec l'état de fait observé en atelier. Nous l'assimilons ici à la cohabitation de deux canaux d'information qui se comportent tantôt de manière inclusive, tantôt de manière exclusive, sans pour autant démontrer une primauté de l'un sur l'autre. Sur le champ communicationnel, les échanges interpersonnels semblent clairs, mais il s'agit en fait d'un leurre dont on s'aperçoit au niveau métacommunicationnel en entamant les discussions avec les acteurs de l'atelier observé. L'étude des comportements organisationnels indique clairement que la part de variables personnelles dans l'échange conditionne la communication en la stigmatisant. Donc, pour en revenir à notre contexte, nous observons que chacun des acteurs se présente à la séance de correction avec des a priori relevant de sa propre représentation de la situation et de son évolution. Rappelez-vous que nous avons cité les zones de vulnérabilité avec le biais du raisonnement dichotomique. Il s'agit de divergences de systèmes de valeurs, l'intérêt accordé à la forme de la communication, l'émotion parfois impliquée, la domination, le désir de domination, aussi les préjugés. Il est important alors de comprendre que les zones d'aspiration peuvent se superposer et donner lieu à une zone d'entente. Cette zone est difficilement cernée quand la négociation est distributive, c'est-à-dire quand elle prend l'aspect de jeu à somme nulle. C'est-à-dire que tu dois céder pour que je puisse avancer. Tu dois abandonner ton idée pour que je puisse imposer la mienne. La zone est d'autant plus exploitable et clairement définie quand la négociation est plutôt intégrative. C'est-à-dire qu'elle privilégie les comportements intra-organisationnels et interopérants. Concernant le mythe démiurgique, il faut comprendre que la communication dans l'organisation se construit autour de représentations mentales. On parlera notamment d'inférences arbitraires, comme tout à l'heure à la description de la scène sur l'erreur de traduction. Le mythe est un phénomène stabilisateur et protecteur qui se construit autour de la préconception commune ou partagée. Celle que se fait par exemple l'enseignant du rapport qu'il a avec les étudiants, mais également celle qu'il se fait lui-même à l'intérieur de cette propre vision, des propres constructions mentales des étudiants, ce qu'ils pensent de moi, comment ils me voient. Cette construction mentale est commune à tous et même parfois partagée. Notre atelier est exceptionnel, nous formons une famille. Chez Monsieur Intel, nous sommes des fonctionnalistes. On entend souvent ce type de commentaires. C'est-à-dire que chaque acteur adhère à un mythe organisateur qui garantit la stabilité de l'organisation et la protège. Donc il faut bien comprendre que le mythe est à la base un mythe protecteur. On peut voir les effets pathologiques du mythe, parce qu'il devient pathologique à un moment, à partir de manifestations aussi simples que celle du cloisonnement, quand le groupe évolue porte fermée, parce que sa performance générale est susceptible d'attirer la curiosité ou la convoitise.
jusqu'à la posture quasi sacerdotale de la ritualisation de certains mécanismes adoptés par le groupe, tels que l'élitisme ou le clivage. Cela peut passer par exemple par la sacralisation du groupe. Mes étudiants sont exceptionnels, ce sont les meilleurs, ils ont les meilleures notes, par exemple. Mais aussi d'un individu en particulier. L'enseignant, autour duquel on construit une histoire relative à son parcours, ses compétences ou sa personnalité, ou même un étudiant en particulier qui reçoit une attention particulière, une sorte d'effet Pygmalion mais pervers. Pour cela, nous allons examiner une dernière fois une fiche d'observation assez signifiante. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Remarquez que dans cet atelier, les étudiants semblent assimiler certaines contraintes et construire autour d'elles une règle tacite rassurante. La représentation est libre mais non recommandée. La liberté est assimilée à de l'artistique, mais avec un sens péjoratif. Il n'y a pas de critères d'évaluation, pas de barème de notation, ni d'objectif précis. Il y a une évocation des compétences. Mais les étudiants, tout comme l'enseignant, acceptent ce régime arbitraire parce qu'il est garant d'une vision d'élitisme. Si pour l'école de Palo Alto, le mythe organisateur est une défense naturelle, selon Ferreira, son passage au mythe fabuleux pose problème. Il devient rigide et fortement homéostatique, parce que l'équilibre peut poser problème aussi, parce qu'il est dénué de rétroaction positive. Les rituels se focalisent alors sur les règles de mise en scène des rapports autour de préconceptions et entrée aux croyances, par exemple, aux valeurs ou aux désirs. Parfois, les étudiants ne font que répondre aux désirs de leur enseignant. Parfois, ce sont des désirs qui ne sont pas exprimés, mais pensés par l'étudiant. Nous l'avons nommé mythe démiurgique quand sa tendance absolutiste devient manifeste. Ce dernier réduit la communication et la conditionne fortement. Nous sommes dans le métamessage. Il serait alors judicieux de traiter le moment du passage de la croyance sécurisante au rituel contraignant. Cela par l'importance donnée aux singularités, c'est-à-dire l'individu, selon Bateson, qui n'est pas une monade. Chaque acteur est amené à questionner le système de croyance dans lequel il se meut. Par exemple, il faut également repositionner le métamessage par le feedback. Enfin, il faut rendre le système plus inclusif, c'est-à-dire communiquer en dehors du système. Nous parlons bien entendu ici du recadrage que nous avons expérimenté. Enfin, notons le regret de ne pas avoir pu développer certains points par manque de temps ou de moyens. Par exemple, nous ambitionnions d'établir une cartographie tridimensionnelle en incluant la variable adidactique de chaque situation observée. Nous avons commencé à le faire, cependant cela a été impossible à évaluer en raison d'une absence de saturation. C'est ce que nous avons nommé des données volatiles dans la thèse. En d'autres termes, nous avions noté lors de l'usage d'un logiciel Atlas TI, nous n'avons pas beaucoup utilisé par la suite, mais au début. Nous avons noté une faiblesse d'enracinement du code axial relatif à cette rubrique, c'est-à-dire la rubrique adidactique. Notamment quand il s'agit de procéder de manière contrefactuelle. Je pense que ça parlera surtout aux habitudes des cas de classe. Nous aurions aimé aussi renforcer notre approche par un volet quantitatif, par exemple une analyse factorielle des correspondances, mais cela aurait demandé de refaçonner un peu le questionnaire et de nous engager dans une procédure un peu lourde et coûteuse. Cependant, tout manquement au regret ne peut que nous motiver pour compléter la démarche et explorer les perspectives qui s'offrent à nous. Ainsi, nous pourrions aborder l'enseignement de l'architecture par le modèle sémiotique, tant les langues et langages diffèrent et se côtoient dans cet enseignement spécifique. On ne parle pas une même langue, un français pur par exemple, ou de l'arabe classique. On parle un peu toutes les langues et parfois la gestuelle aussi. Cette approche peut nous ouvrir un champ de recherche très fertile lié à la nature discriminante de la diglossie. Si nous avons le temps, je pourrais donner un exemple très parlant, édifiant. Aussi, la dimension pluridisciplinaire et la profusion des acteurs nous poussent à développer notre modèle du treillis pédagogique vers la dimension de l'interopérabilité, c'est-à-dire l'élargir vers, non pas un treillis, mais finalement une toile. Enfin, et c'est pratiquement là notre objectif principal, nous souhaiterions vivement aboutir à un modèle de formation des formateurs spécifique, non pas à la discipline architecturale, mais au moins à l'atelier de conception.
Voilà, et je vous remercie. Merci, monsieur Aubin. Vous avez fait l'effort de limiter un petit peu la durée de votre exposé. Je vous en remercie. Donc, immédiatement,